Bien, monsieur le directeur, si vous voulez bien prendre place. Messieurs les photographes et journalistes vont faire encore une ou deux petites images, je pense, le temps que vous soyez assis. Oui, oui. Bien, notre audition peut commencer, si vous voulez bien, messieurs. Monsieur le directeur, la commission des lois est heureuse de pouvoir vous entendre. Comme je l'ai fait avec toutes les personnalités auditionnées, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission des lois dotée des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez, s'il vous plaît, la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Nous allons vous laisser, si vous le souhaitez, faire un bref propos liminaire, suffisamment bref pour nous permettre de vous poser toutes les questions que les rapporteurs et mes collègues sénateurs voudront vous poser. Et ensuite, je leur donnerai la parole. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame le co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Votre commission des lois a décidé de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Ce champ d'enquête porte notamment sur les événements qui se sont déroulés le 1er mai 2018. Et donc, ce que je vous propose, Monsieur le Président, c'est de vous dire comment, pour moi, s'est déroulée cette journée du 1er mai et les journées qui ont suivi. J'ai passé la journée du 1er mai au bureau pour travailler, mais aussi pour suivre les différentes manifestations qui se déroulaient sur le territoire national, et notamment la manifestation qui s'est déroulée à Paris, qui avait été annoncée comme une manifestation à haut risque. Ceci pour me permettre d'informer le secrétaire général de l'Élysée et le chef de l'État qui, vous le savez, à ce moment-là, se trouvait en Australie et était sur le point de se rendre en Nouvelle-Calédonie. J'ai appris le lendemain matin, c'est-à-dire le 2 mai, qu'au cours de ces manifestations qui s'étaient déroulées à Paris, et au cours desquels de nombreux incidents se sont produits, un chargé de mission des services de l'Élysée, plus précisément du cabinet, avait eu un comportement inapproprié et choquant. Je l'ai appris en prenant connaissance d'une vidéo qui m'a été montrée par un collaborateur le matin en arrivant au bureau, vers les 9 h. Et cette vidéo montrait à la fois des scènes d'affrontements violents, avec des poursuites entre manifestants et forces de l'ordre, des jets de projectiles qui visiblement n'émanaient pas des forces de l'ordre, et tout ceci dans une très grande confusion, et en même temps une scène de l'intervention de policiers au sein desquels se trouvait ce chargé de mission qui semblait être M. Benalla. J'ai donc immédiatement convoqué l'intéressé pour lui demander de s'expliquer. Et il m'a confirmé qu'il était bien présent sur les lieux, que c'est bien lui qu'on voyait sur cette vidéo, et il a justifié son comportement en indiquant qu'il voulait aider les policiers pris à partie par des manifestants violents qui jetaient des projectiles sur les forces de l'ordre. Je l'ai informé que sa participation à cette opération de maintien de l'ordre ne faisait pas partie de sa mission d'observateur et que son comportement était inacceptable, que cela constituait une faute et qu'une sanction serait prise. J'ai
immédiatement porter ces informations à la connaissance du secrétaire général de l'Élysée pour qu'il en informe le chef de l'État lors du point quotidien que font le chef de l'État et le secrétaire général lorsque le chef de l'État est en déplacement à l'étranger. Le secrétaire général en a informé le chef de l'État en indiquant qu'un collaborateur, M. Benalla, avait eu un comportement fautif et qu'une sanction serait prise. J'ai pris, en tant que directeur de cabinet, directeur des services de la présidence, la sanction qui comporte une suspension de 15 jours sans traitement, c'est-à-dire une mise à pied, une exclusion temporaire du service, une autre sanction qui est la modification des missions qui étaient confiées à M. Benalla en lui retirant sa participation à l'organisation des déplacements publics du président de la République, c'est-à-dire très clairement, mesdames et messieurs, une rétrogradation. Et tout ceci a fait l'objet d'une lettre que je lui ai notifiée le 3 mai et qui précisait également que, en cas de nouveaux comportements fautifs, il s'en suivrait un licenciement. Certains considèrent que ces sanctions n'étaient pas adaptées et votre commission, Monsieur le Président, me permettra de vous apporter toutes les réponses sur ce point. En cet instant, je voulais également dire que je mesure parfaitement le trouble que le comportement de ce collaborateur a pu susciter, notamment chez nos forces de sécurité. C'est pourquoi je voudrais dire devant vous, parce que je sais que vous partagez cette appréciation, que le chef de l'État mesure chaque jour l'engagement des forces de sécurité pour assurer notre sécurité au quotidien, pour lutter contre la menace terroriste, pour garantir le maintien de l'ordre et donc garantir l'état de droit. Je voulais le dire et dire également aux forces de sécurité, au nom du chef de l'État, que la sécurité du chef de l'État ne peut être assurée que sous l'autorité et le contrôle des policiers et des gendarmes. Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est un comportement individuel fautif pour lequel une information judiciaire est ouverte et pour lequel une sanction disciplinaire a été immédiatement prise. Il appartient à présent à la justice d'établir les responsabilités des individus poursuivis et donc j'ai la volonté, en me présentant devant vous, de répondre de manière précise et complète à toutes vos questions. Le président de la République, en m'autorisant à venir devant vous, a souhaité contribuer à la manifestation de la vérité. Il m'a néanmoins demandé de rappeler le cadre juridique dans lequel j'interviens devant vous. Je dois veiller à respecter le principe de séparation des pouvoirs qui ne permettra pas de répondre aux questions portant sur des faits donnant lieu à une information judiciaire et à celles portant sur l'organisation interne de la présidence de la République. Je suis à présent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Je vais demander à Madame Jourda de poser les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, ce matin, nous avons eu l'occasion d'auditionner Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Madame la Directrice de l'IGPN, sur notamment les conditions dans lesquelles ils ont pris connaissance de la vidéo du 1er mai et sur les connaissances qu'ils avaient de l'identité des auteurs des faits. Madame la Directrice de l'IGPN nous a indiqué que ses services avaient pris connaissance de cette vidéo par l'envoi d'un internaute anonyme, mais qu'elle en ignorait totalement les protagonistes, le nom et l'identité des protagonistes. Elle ne l'a appris que postérieurement, le 18 juillet. Elle nous a indiqué que cette vidéo n'avait pas donné lieu à une
poursuite immédiate, ou à des suites en tout cas immédiates en l'absence d'autres éléments. Lorsqu'il lui a été demandé quelle poursuite éventuelle ou quelle attitude auraient eu ses services si elle avait connu l'identité de l'auteur des faits, c'est-à-dire l'identité de M. Benalla, elle indique qu'elle aurait mis en place une enquête administrative et une enquête judiciaire. Ça a été confirmé, en d'autres termes, et confirmé par M. Morvan, directeur général de la police nationale, qui a estimé aussi que, connaissant l'auteur des faits, il aurait fallu mettre en œuvre une enquête judiciaire. Question a donc été posée à monsieur le préfet de police des motifs pour lesquels une telle enquête et une enquête administrative n'avaient pas été mises en œuvre non plus. Et il nous a indiqué que, ayant en quelque sorte remis le dossier à l'autorité hiérarchique qui était l'Élysée, donc vous, puisque vous êtes le directeur général des services et le directeur de M. Benalla, il estimait avoir correctement traité la chose. Alors, de ce fait, je reporte la question sur vous, monsieur le directeur. Estimez-vous que l'appréciation qui a pu être faite, par exemple, par madame la directrice de l'IGPN, qui est de dire, en connaissant l'auteur des faits, il fallait diligenter une enquête administrative et une enquête judiciaire, sur le fondement de l'article 40, estimez-vous que cette appréciation est erronée? Et en tout cas, pourquoi vous-même n'avez-vous pas mis en œuvre une telle enquête? Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Bien, madame le co-rapporteur, je ne vais évidemment pas porter d'appréciation sur les déclarations qui ont été faites par la chef du service de l'IGPN ou le directeur général de la police nationale ou le préfet de police devant votre commission. Si vous le permettez, quitte à être peut-être un peu long, mais je veux être précis, je vais vous exposer les raisons qui m'ont amené à prendre la sanction et pourquoi je n'ai pas engagé d'autres démarches, soit une enquête administrative, soit une enquête judiciaire, en faisant appel à l'article 40, comme vous l'indiquez. La décision, dès que nous avons eu connaissance du comportement de M. Benalla, la décision a été prise de le sanctionner rapidement. La responsabilité de la sanction, elle appartient, je dirais, institutionnellement au directeur de cabinet du président de la République qui, dans ses fonctions, est le directeur des services qui travaillent à l'Élysée. L'ensemble des services. Il y a 820 personnes qui travaillent à l'Élysée dans des directions opérationnelles et des directions support et au cabinet. Et donc, il m'appartenait à moi, dans mes responsabilités, et j'étais recruté pour ça, de décider de la sanction et de l'appliquer. Comment est-ce que j'ai procédé? J'ai tout d'abord tenu compte des éléments qui figuraient sur la vidéo. C'était ma première source d'information que j'ai découverte le 2 mai, à environ 9 h du matin. Je l'ai dit, cette vidéo, elle montrait des scènes d'affrontement entre des manifestants, les forces de l'ordre, une scène assez confuse, et puis une interpellation d'un manifestant qui se débat et qui est immobilisé par des policiers, et parmi ces policiers, M. Benalla. À ce stade, en regardant cette vidéo, je n'ai pas relevé d'acharnement. Je n'ai pas relevé d'acharnement entre les policiers, entre M. Benalla et le manifestant. J'ai ensuite replacé cette scène que je voyais dans le contexte que je connaissais, en prenant des informations auprès de la préfecture de police. Et ce contexte, c'était d'abord de vérifier si effectivement, le 1er mai au soir, il y avait eu des affrontements place de la Contrescarpe, ce qui m'a été confirmé. Il m'a d'ailleurs été confirmé qu'au cours de ces affrontements, il y a eu 31 interpellations. 31 interpellations. Donc on peut, à travers ces interpellations, très bien voir que ce n'était pas une tranquille soirée de printemps. J'ai ensuite replacé cette scène de la Contrescarpe qui se déroulait en fin de journée dans l'ensemble de la journée du 1er mai. Et
vous avez été, comme moi, témoin de ces images qui ont profondément sidéré nos concitoyens, de scènes d'une extrême violence qui se sont déroulées tout au long de l'après-midi, boulevard de l'Hôpital, et qui ensuite se sont déplacées vers le quartier latin. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une manifestation qui a dégénéré du fait de 1500 Black Blocs, 1200 à 1500 Black Blocs, qui étaient venus pour casser du flic. Ils l'avaient dit sur les réseaux sociaux. On avait promis sur les réseaux sociaux que la journée du 1er mai serait, je cite, une journée d'enfer pour les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des commerces saccagés. On a vu des entreprises entièrement pillées. J'ai en mémoire la déclaration de ce chef d'entreprise qui pleurait à la télévision en disant que ce jour-là, il a tout perdu. J'ai vu des équipements publics détruits, des abribus. J'ai vu des voitures flambées. J'ai vu des policiers blessés. Il y a eu au cours de cette journée 276 interpellations, dont 31 place de la Contrescarpe. Voilà le contexte général. Et quand il a fallu prendre la décision, j'ai essayé, dans ma responsabilité, de faire la synthèse de toutes ces informations. Et je me suis dit que je n'ai pas, à ce stade-là, le 2 mai, identifié de préjudice grave. Le manifestant qui avait été interpellé n'était pas blessé. Il n'y avait pas eu de déclaration d'incapacité de travail. Quel était le préjudice? Je dirais plutôt que le préjudice, c'est la société qui l'a subi. Et puis, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Et ni l'autorité d'emploi, je rappelle que M. Benalla était intégré dans un dispositif sous l'autorité du préfet de police, ni l'inspection générale de la police nationale, qui avait donc connaissance de cette vidéo le 3 mai, n'a évoqué ou n'a suggéré soit une enquête administrative, soit un recours à l'article 40. Je ne dis pas ça pour me défausser, mais lorsque j'ai entendu ce matin Madame la chef du service de l'IGPN dire que lorsque ces spécialistes ont analysé la vidéo le 3 mai et qu'ils ont déclaré il s'agit de gestes techniques mal maîtrisés, je parle de l'intervention de M. Benalla, gestes techniques mal maîtrisés, mais pas de violence illégitime, si ce sont des policiers qui les mettent en œuvre, avec ces éléments, moi j'étais en charge de sanctionner le comportement déviant, peut-être choquant, d'un collaborateur qui n'avait pas à être là, C'est ce que j'ai fait en tant que directeur du personnel des services de l'Élysée. Donc, la décision que j'ai prise, c'est celle d'un supérieur hiérarchique vis-à-vis d'un collaborateur qui a commis une faute personnelle, détachable de sa mission qui lui a été confiée dans les services que je dirige. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision de sanctionner avec une mise à pied, sans traitement, avec une rétrogradation et un avertissement. Pour la prochaine fois. Ce que j'ai décidé n'empêchait pas d'autres autorités, dans le cadre de leur responsabilité, d'engager les procédures qu'ils jugeaient nécessaires. Mais moi, j'ai considéré que je n'avais pas à les engager, compte tenu de ce que je savais et de la façon dont j'avais analysé. Je considère que j'ai pris une décision adaptée à la situation que je connaissais le 2 mai, qui était proportionnée. S'il y a eu une erreur d'appréciation de ma part, je l'assume. C'est ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai été recruté. Merci, Monsieur le Directeur. Madame Jourda. Une autre question, Monsieur le Directeur, qui est d'un autre ordre. Mais en fait, nous avons affaire à quelqu'un donc qui intervient sur des opérations de maintien de l'ordre totalement hors sujet. Ça, on le sait. Ça n'est pas contesté, d'ailleurs c'est pour cela que vous l'avez sanctionné. Nous avons quelqu'un dont on nous dit qu'il maîtrise mal des gestes techniques de policiers, mais c'est néanmoins quelqu'un qui s'occupe de la protection rapprochée du président de la République.
est-ce qu'on ne peut pas estimer qu'il peut y avoir un risque à avoir auprès du président de la République quelqu'un qui finalement maîtrise assez mal son comportement et peut-être sa fonction? Oui, Madame le co-rapporteur, votre question est extrêmement importante parce qu'elle me permet vraiment de préciser quelles étaient les fonctions de M. Benalla. Et là aussi, je vous dois d'être très précis. M. Benalla n'était pas chargé de la protection rapprochée du président de la République. La protection rapprochée du président de la République est de la compétence exclusive des membres du GSPR. C'est un groupe de professionnels composé de policiers et de gendarmes, qui ont cette compétence. Et ce groupe du GSPR est commandé par un colonel de gendarmerie qui a pour adjoint un commissaire de police. Donc la sécurité rapprochée du président de la République, ce sont des professionnels qui relèvent du ministère de l'Intérieur. Et exclusivement eux. Alors, effectivement, on voit, et puis on dit que M. Benalla s'occupe de la protection rapprochée du président de la République. Je dois en cet instant, peut-être, si vous le permettez, vous dire quelles étaient les missions qui étaient confiées à M. Benalla. Ces missions, d'ailleurs, qui font l'objet d'une note de service. Que vous pouvez nous produire? Oui, absolument. Monsieur Benalla, avant les incidents du 1er mai, avait 3 missions. La première, il participait sous l'autorité du chef de cabinet à la préparation et à l'organisation des déplacements publics du chef de l'État. J'y reviendrai dans quelques instants. Sa deuxième mission, il était chargé d'organiser les déplacements privés du chef de l'État. Et troisième mission, il avait en charge la gestion du programme d'accueil des invités du président de la République pour le défilé du 14 juillet. Je vais peut-être évacuer cette mission très rapidement. Le 14 juillet, le président de la République invite environ 15 000 personnes qui viennent de tous les départements, qui viennent de vos départements. D'ailleurs, certains d'entre vous m'écrivent parfois pour me dire est-ce qu'on peut mettre sur la liste des invités telle ou telle personne, ce que nous faisons sans problème. Et donc, mais ces personnes, il faut les inviter, c'est-à-dire leur envoyer une invitation, s'assurer que sur le plan de la sécurité, leur présence ne pose pas de problème, et le jour venu, le 14 juillet, organiser un système d'accueil pour qu'ils puissent rejoindre l'emplacement qui leur est réservé dans les tribunes au bas des Champs-Élysées, près de la tribune présidentielle, pour assister au défilé. Donc, dans cette fonction, M. Benalla pilotait l'ensemble de ce dispositif, à la fois administratif, mais aussi opérationnel. Donc, il assistait à des réunions préparatoires. Et le jour venu, le 14 juillet, il était sur le terrain pour voir si tout se passe bien. La mission de participation sous l'autorité du chef de cabinet à la préparation et à l'organisation des déplacements du président de la République est plus vaste. Vous le savez, quand vous accueillez un ministre, le Premier ministre ou le président de la République, il y a de très nombreux services qui sont mobilisés pour accueillir la personnalité. Il y a les services qui sont présents territorialement. Le président procède à l'inauguration d'un équipement. Il faut s'assurer que l'équipement est terminé, que les élus sont bien là pour accueillir le président, que le ruban est en place, qu'il y a le pupitre pour le discours, que le micro fonctionne, que le cortège peut accéder et que le dispositif de sécurité qui permettra à la manifestation de se dérouler sereinement est bien en place. Donc il y a dans la préparation et le jour venu dans l'organisation du déplacement un travail extrêmement important de coordination à effectuer entre tous les services qui interviennent pour un déplacement public du président de la République. Il faut s'assurer que le déplacement se passera de manière fluide, sans incident, et donc que chaque service
fait exactement ce qui est attendu de lui. Et donc on a besoin, au cabinet du président de la République, tout comme dans les cabinets ministériels, de personnes qui ont cette capacité d'être un peu l'ensemblier, le coordonnateur, de s'assurer que tout le monde est en place pour que ça se déroule bien. Et à ce titre, M. Benalla devait notamment s'assurer que le dispositif de sécurité qui était déployé était bien positionné et était coordonné avec les autres services. Mais en aucun cas, dans cette fonction, il était le directeur de ces services de sécurité. Lorsque le président de la République se déplace, sa protection rapprochée, c'est le GSPR qui l'assure sous l'autorité de son colonel, le colonel Lavergne. Et lorsque le président arrive dans un département, c'est le préfet territorialement compétent qui déploie le dispositif de sécurité, qui mobilise des policiers et des gendarmes, et qui en est le responsable. Donc, M. Benalla n'assurait pas la protection rapprochée du président de la République. Il participait à une mission où, effectivement, il était en contact avec des services de sécurité, où parfois il pouvait donner des orientations lorsque le président de la République décidait de changer une séquence dans le programme pour aller saluer des personnalités qui n'étaient pas prévues, pour aller saluer le public qui est là. Eh bien, il faut redéployer le dispositif. Il faut le faire de manière extrêmement réactive. Et c'est ce qui est attendu du cabinet du président de la République, où il y a 4 personnes qui font ça. Il y a le chef de cabinet, le chef adjoint de cabinet, M. Furcy, une adjointe au chef de cabinet, Mme Argouache, et M. Benalla, qui était également adjoint au chef de cabinet. Voilà. Donc, dans cette fonction, je vais être très précis. M. Benalla ne s'occupait pas de la sécurité rapprochée du président de la République. Vous avez terminé votre réponse, monsieur le directeur. La troisième mission, donc, l'organisation des déplacements privés, là, en revanche, son rôle était plus... Comment dirais-je, il devait en fait organiser les services en fonction du déplacement privé et des souhaits du président de la République. Donc c'est un programme qui n'est pas public et qui est peut-être plus évolutif qu'un déplacement public qui est bien programmé, qui est bien millimétré. Alors, monsieur le directeur, nous voulions vérifier auprès de vous, vous y attendez certainement, certains propos qui ont été tenus par certains syndicats de policiers. Que nous ont-ils dit? Je résume, j'espère être fidèle, à défaut d'être fidèle à leur expression, au moins à leur pensée, je résume ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les relations avec M. Benalla étaient exécrables. Ils ont dit qu'il exerçait sur les services de police une forme de terreur. Cette expression a été utilisée 2 fois. Ils ont dit aussi qu'il y avait à côté ou au sein du groupement de sécurité de la présidence de la République des agents qui n'étaient ni fonctionnaires ni fonctionnaire civil, ni fonctionnaire militaire. En effet, c'est le responsable, le secrétaire général du syndicat IFO qui l'a dit. Et il les a qualifiés de vigiles. Il a même parlé de groupe de vigiles. À cette affirmation, j'ai demandé quelles étaient ses sources. Et il m'a dit ce sont nos agents. Et il a indiqué que les langues se déliaient. Alors, j'aimerais savoir si la protection du président de la République, y compris dans ses déplacements privés, est assurée par des contractuels, comme l'était M. Benalla, et si de tels contractuels participent aussi à la sécurité des déplacements publics. J'ajoute, s'agissant des déplacements privés, que j'aimerais savoir si M. Benalla avait en quelque sorte le monopole
de la protection du président de la République pour de tels déplacements, ce qui signifierait que l'instance officielle en charge de sa sécurité était exclue de cette organisation. Il me paraît important de le savoir, c'est une question qui a trait à la sécurité du président de la République et elle nous intéresse. Je vous remercie, Monsieur le Président. La sécurité du chef de l'État, vous l'avez dit, est un sujet extrêmement sensible. Et je considère que c'est ma principale responsabilité dans mes fonctions. J'ai dans ce domaine une certaine expérience en qualité de préfet, mais également au cours de mes 2 derniers postes avant de rejoindre le président de la République, où j'ai été directeur de cabinet de M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, puis M. Cazeneuve, Premier ministre, et au cours de cette expérience, j'ai pu voir à quel point les problèmes de sécurité sont prioritaires dans l'action publique. Le ministre et Premier ministre, M. Cazeneuve, a eu à gérer des attentats extrêmement importants, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Magnanville. Et donc, à travers cette expérience, j'ai toujours considéré que, pour un préfet, les problèmes de sécurité sont prioritaires. À l'Élysée, dans mes fonctions, la sécurité du président de la République, c'est ma première responsabilité. Donc, c'est vraiment un sujet que je surveille comme le lait sur le feu. Et lorsque j'ai pris connaissance des déclarations que vous ont fait un certain nombre de responsables syndicaux, j'étais très surpris, Monsieur le Président. J'étais très surpris, parce qu'il se trouve que ces responsables, je les connais très bien, justement parce que j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, et à l'époque où j'occupais cette fonction, ils n'hésitaient pas à utiliser mon portable de nuit comme de jour pour me signaler ce qui n'allait pas. Or, depuis 1 an, je n'ai jamais été sollicité par un de ces responsables pour me dire qu'il y aurait des problèmes au sein du GSPR. Donc, déjà, je suis un peu surpris. Alors maintenant, allons au fond de l'affaire. La protection du chef de l'État, et je parle sous serment, elle est assurée par des policiers et des gendarmes qui sont des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je dément, mais je dément formellement qu'il y ait à l'Élysée des agents privés, des vigiles qui participent d'une quelconque mission de sécurité et plus encore de la sécurité du président de la République. On n'a pas de vigile privé. C'est un fantasme. S'agissant de M. Benalla, il était bien contractuel en charge d'accompagner les déplacements privés, c'est-à-dire d'assurer la sécurité du président de la République. Monsieur le Président, j'ai du mal à m'exprimer. C'est sûrement pour ça qu'il avait droit à un port d'armes. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai bien insisté sur le fait que M. Benalla n'était pas chargé d'assurer la sécurité rapprochée du président de la République. Par ses missions, il était dans un dispositif où effectivement... Même pour les déplacements privés, monsieur le directeur. Alors, pour les déplacements privés. Donc, pour les déplacements privés, la sécurité rapprochée du président de la République, en cas de déplacement privé, c'est toujours le GSPR. C'est toujours le GSPR. Mais ces déplacements privés, évidemment, n'ont pas le même format que les déplacements publics. Vous comprendrez qu'on touche là à un sujet extrêmement sensible, donc je ne peux pas non plus parler de ces sujets quasi publiquement. Mais enfin, je dirais qu'il nous faut nous adapter à ce que souhaite le président de la République sans mettre en cause le niveau de sécurité auquel il a droit. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les souhaits et donc les instructions du chef de l'État et puis la protection qu'il faut assurer au chef de l'État. Et donc, le dispositif de sécurité, il est adapté. Il est adapté. Et j'ai considéré, là aussi, dans ma responsabilité de directeur de cabinet
en charge de la sécurité du chef de l'État, qu'il pouvait être utile, dans ces circonstances de déplacement privé, qu'il y ait, dans l'entourage du président de la République, une personne qui ait un port d'armes, mais qui est habilitée à l'avoir, qui a la formation pour l'avoir, et qui l'a eu dans le cadre d'une instruction parfaitement régulière. Donc là aussi, c'est ma responsabilité. Merci, Monsieur le Directeur. Madame Jourdain, vous aviez d'autres questions, je crois. Non. Pas pour l'instant. Monsieur Sueur. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet, je me permettrai de revenir sur vos propos liminaires. Je pense qu'en effet, si quelqu'un ici vous interrogeait sur des questions qui relèvent de la procédure judiciaire en cours, vous seriez tout à fait fondé à ne pas répondre. Mais vous avez dit que vous avez reçu l'autorisation du président de la République pour venir ici répondre à nos questions. Je considère, et peut-être que d'autres collègues considèrent, que, autorisation ou pas autorisation, il est nécessaire à tout citoyen qui est sollicité pour venir devant une commission d'enquête parlementaire de venir. Je suis précis là-dessus parce que ça a déjà été un sujet qui a été évoqué lors de la convocation ou de l'invitation à venir devant une commission d'enquête parlementaire d'une chef de cabinet d'un président de la République. Donc vous considérez que le fait de ne pas venir, puisque certains voudraient que le président de la République vienne devant des commissions d'enquête parlementaire, je m'exprime à titre personnel, je ne sais pas ce que pensent mes collègues, moi je suis tout à fait opposé, considérant que c'est contraire à la Constitution, mais que cela s'applique au président de la République et à lui seul. Je voulais maintenant revenir sur vos propos et je comprends tout à fait, Monsieur le Directeur, la grande précision que vous souhaitez apporter dans vos réponses. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même dans l'explication que vous nous donnez quelque chose d'un peu artificiel. Voyez-vous, quelqu'un qui... Donc je prends acte que vous nous dites que la sécurité du président de la République, et j'en suis très heureux, je pense que c'est très bien, est assurée par le groupement de sécurité de la présidence de la République qui ne comprend que des policiers nationaux et des gendarmes nationaux. Il se trouve quand même que le fait de regarder les médias et de voir les journaux et les photos montre que M. Benalla était quand même très fréquemment à 20 cm ou 30 du président, je crois que c'est incontestable, et je dois même vous dire qu'il nous a été dit que certaines personnes appartenant au groupement de sécurité de la présidence de la République ne considérait pas toujours que ça facilitait le travail. Une réalité. D'autre part, lorsqu'un président de la République confie l'organisation de la sécurité, la coordination de la sécurité, si je comprends bien, pour les déplacements du président, et l'organisation de la sécurité ou pour les déplacements privés. Sans compter une tâche quand même très importante par rapport au 14 juillet. On peut dire que ça ne relève pas de la sécurité ou de la protection, mais quand même c'est infiniment proche. Et à cet égard, voyez-vous, moi je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport à la sanction. Vous avez sanctionné rapidement monsieur Benalla, et vous l'avez fait rapidement. Bon. Et on peut discuter toujours de la sanction, mais il est incontestable qu'il y a eu une sanction. Et moi je pense que par rapport à quelqu'un qui commet, d'ailleurs est très étonnant, des actes d'une telle gravité, c'est-à-dire quand même faire usage de la force alors qu'on n'en a aucun
aucun droit devant des policiers dans ces conditions. Quelqu'un qui est chef adjoint au chef de cabinet du président, c'est quand même extrêmement choquant. D'ailleurs, tout le monde a été choqué. Moi, je me dis, finalement, la décision du directeur de cabinet que vous êtes, ça va être de mettre une sanction pendant 15 jours et après de l'exfiltrer. De le mettre dans un autre service administratif où il n'y aurait pas, si peu que ce soit, possibilité de confusion avec des tâches de sécurité et de protection. Et c'est là la question que je voulais poser. Je l'ai posée déjà plusieurs fois aujourd'hui et je m'en excuse auprès de mes collègues. Mais le porte-parole de Monsieur le directeur a compris votre question. Oui, mais je vais finir, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Parce que j'ai horreur des phrases qui ne arrivent pas jusqu'au point final, voyez-vous. Je ne suis pas Marcel Proust. Il suffit de rapprocher le point final du milieu de la phrase. Vous êtes gentil, mais c'est la seule question que je poserai, Monsieur le Président. Donc je dirais, tout le monde a compris, mais que le fait, on aurait compris qu'il fut exfiltré dans un service administratif. Le fait qu'il se retrouve à accueillir les Bleus à Roissy, avec quelques conversations avec les gendarmes et quelques problèmes, le fait qu'il se retrouve dans cet autobus, le fait qu'il se retrouve à l'hommage au Panthéon, le fait qu'il se retrouve le 14 juillet, non seulement à l'entrée, mais dans la tribune officielle, fait qu'il y a quand même une confusion qui subsiste. Et à cet égard, je voulais vous demander, et d'ailleurs, vous l'avez licencié, et vous ne l'avez pas licencié le 2 mai ou le 3 mai, mais finalement, après la publication d'un article de presse, même s'il y a eu quelques propos récents qui n'étaient pas d'une grande amabilité à l'égard de la presse. Mais vous l'avez licencié il y a 2 jours ou 3 jours ou quelques jours, et pas le 3. Mais vous avez choisi, c'est une autre fonction, une autre sanction. J'arrête là pour faire plaisir à Monsieur le Président, mais je pense, Monsieur le Préfet, que vous m'avez compris. Mon cher Président Sueur, j'ai aussi plaisir à vous écouter. Mais je suis un petit peu comptable de l'expression de chacun. Alors, Monsieur le Directeur, pourriez-vous apporter une réponse à notre collègue? Oui, Monsieur le Président, et je vais essayer d'être précis et concis. Il y a 3 questions dans l'intervention de Monsieur le Sénateur. Le licenciement, l'émission publique que Monsieur Benalla a continué d'effectuer, et puis son rôle dans le dispositif de sécurité. Sur le licenciement, vous dites, Monsieur le Sénateur, finalement, vous l'avez licencié récemment quand l'article du Monde est paru. Non, il a été licencié parce qu'il y a eu de nouveaux comportements fautifs. Il y a eu de nouveaux comportements fautifs. Lesquels? Ce comportement fautif fait l'objet d'une information judiciaire qui a été lancée suite à un article 40 que j'ai fait. Donc ça, c'est une information. Je ne peux pas... Si, c'est une information que vous nous donnez. Qui avait été lancée quelques heures avant que nous fassions un signalement au procureur, pour être plus précis. Mais vous ne pouvez pas nous dire de quel fait il s'agit. C'est la détention et le recel de documents. Oui, d'accord. Voilà. Donc le licenciement. D'accord. C'est clair. Et le licenciement a été pris sur le fondement de la lettre du 3 mai qui lui infligeait la sanction dont j'ai parlé tout à l'heure. Récidive. En cas de récidive ou de nouveaux comportements fautifs, licenciement. Donc ça a été fait. Alors les missions de M. Benalla après le 1er mai, puisque j'ai dit que ces missions ont été redéployées. Pour simplifier les choses, donc on lui a retiré une mission extrêmement valorisante qui consiste à participer à l'organisation des déplacements publics du président de la République, et donc on l'a recentré sur des fonctions internes au palais. Organisation de grandes manifestations, mais au palais de l'Élysée, des grands rassemblements, des invitations. Et donc c'est à ce titre-là qu'il a été mobilisé
dans le cadre de la réception de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde, qui a été invitée par le chef de l'État le 16 juillet. Je rappelle que la finale de la Coupe du Monde a eu lieu le 15 juillet et que l'équipe de France est arrivée à l'Élysée 24 heures après. Donc nous avons eu 24 heures, mesdames et messieurs, pour organiser, en liaison avec la Fédération française de football, l'arrivée des Bleus à Paris et leur accueil à l'Élysée, où les attendaient 3000 invités, notamment des jeunes qui venaient de tous les départements. Le président de la République avait souhaité inviter les Français à cet accueil. En 24 heures, il a fallu mobiliser énormément de monde. Mais surtout, cet événement était encadré de manière très stricte par des contraintes qui nous étaient imposées par la Fédération française de football, qui voulait absolument que les joueurs de l'équipe de France puissent quitter le palais de l'Élysée à 20 heures, après l'accueil à l'Élysée. Et comme l'avion qui les ramenait de Moscou atterrissait à 17 heures à Roissy, et qu'il y avait entre Roissy et le palais de l'Élysée la descente des Champs-Élysées qui, en 1998, avait pris 4 heures, il a fallu mettre en place un dispositif qui garantissait que le bus avec l'équipe de France et leurs accompagnateurs serait au palais de l'Élysée au plus tard à 19h30, où les attendaient 3000 personnes qui venaient de toute la France, et pour qu'à 20h, ils puissent rejoindre leur famille, et ils avaient également des obligations ailleurs. Donc, parce qu'ils ont changé leur programme. Et ça, nous ne le savions pas, Madame la sénateur. Bien, monsieur le directeur, en somme, si je comprends bien, monsieur Benalla répond toujours présent quand il s'agit de prêter main forte aux forces de sécurité et que leurs effectifs sont insuffisants. Monsieur le Président, le cortège ou cette mission où effectivement il était présent dans le bus pour nous informer de la progression du bus, pour que nous on puisse gérer les 3000 personnes à l'Élysée. Ce n'était pas une mission de sécurité, c'était une mission de liaison avec le palais de l'Élysée, où nous devions accueillir 3000 invités, les faire patienter, voilà, et surtout s'assurer qu'ils arriveraient dans de bonnes conditions. S'agissant du 14 juillet, cette mission ne lui a pas été retirée, et donc il était toujours chargé d'accueillir les invités du président de la République le 14 juillet 2018 et de s'assurer de leur bon emplacement. La cérémonie organisée en l'honneur de Madame Veil et son époux, la panthéonisation, nous avions besoin là d'un coordinateur entre l'arrivée du cortège du président de la République et l'arrivée des deux cercueils pour bien, là aussi, coordonner la progression de ces deux cortèges pour l'entrée au Panthéon. Donc c'était une mission qui était entièrement pilotée par l'Élysée et on avait besoin d'un agent de liaison qui n'était pas du tout dans un déplacement public. Mais c'était pas fort. Pourquoi fallait-il que ce fût lui? Pourquoi fallait-il que ce fût lui? Il y a beaucoup de personnel susceptible de faire ça. Est-ce qu'il fallait vraiment, dans ces missions très visibles, très symboliques, qu'il y eut cette personne qui s'est comportée comme on sait? Il y a d'autres personnes. Tout d'abord, monsieur le sénateur, les effectifs du cabinet du président de la République sont extrêmement contraints, réduits. Et donc, pour ce type d'événement inédit, exceptionnel, on mobilise ceux qui savent faire. Et il est vrai que M. Benalla avait cette capacité d'organisateur et donc on a mobilisé les ressources disponibles et c'était une mission qui ne devait pas le faire apparaître publiquement. C'était une mission logistique. Alors, je voudrais revenir également sur la question que vous avez évoquée sur la participation
de M. Benalla à la sécurité rapprochée du président de la République et sa proximité. Je dois répéter que M. Benalla n'était pas chargé d'assurer personnellement la sécurité rapprochée du président de la République. Qu'effectivement, il soit à proximité du président de la République, il faut placer cette présence dans sa mission de coordination de plusieurs services. Lorsque le président de la République dit « je vais changer mon programme, je vais aller saluer les personnes qui sont là-bas sur la place, plutôt que d'aller dans l'équipement public que je dois inaugurer, j'irai un peu plus tard », eh bien, il le dit à qui? Il le disait à M. Benalla, pour que celui-ci répercute ce changement de programme au cortège, s'il faut déplacer le cortège, au dispositif de sécurité qu'il faut redéployer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des photographies qui montrent que, comme vous dites, ils sont à 20 cm l'un de l'autre, mais on ne voit que ces photographies. Mais lorsque M. Benalla devait courir à l'autre bout d'une place pour s'assurer que le président de la République pouvait venir serrer des mains en toute sécurité, là, on ne voit pas les photos. Monsieur le directeur, oui, nous entendons vos explications. Ah oui. Elles sont pour nous un peu contre-intuitives parce qu'effectivement, nous voyons ce collaborateur dans de nombreuses circonstances, dans une attitude, une posture qui évoque quand même très fortement celle d'un garde du corps. Et nous avons cru comprendre que c'est bien la fonction qu'il avait occupée pendant la campagne présidentielle. Et nous pouvons faire l'hypothèse, peut-être fausse, que le lien de confiance qui s'est établi à cette occasion n'a pas été rompu après l'élection du président de la République, que celui-ci s'en est largement remis pour sa protection rapprochée à un jeune collaborateur dont il avait éprouvé les talents. C'est ça l'hypothèse, oui, que vous ne démentez pas complètement, mais vous essayez de resituer l'action de ce collaborateur dans un cadre plus formel, plus organisé. Mais est-ce que la réalité, on nous a beaucoup parlé des réalités de la vie, n'est pas plutôt celle que je décris? Monsieur le Président, je ne peux pas contester qu'il y a de nombreuses photographies qui montrent cette proximité. Mais je prends le pari devant vous qu'il existe autant de photographies, mais qui, elles, ne sont pas publiées, qui montrent que le chef de cabinet est dans cette position, que l'adjoint au chef de cabinet est dans cette position. Seulement, évidemment, ils ont la chance de ne pas être concernés par ce type d'affaires. Le chef de cabinet porte-t-il une arme? A-t-il des oreillettes pour s'exprimer? Oui, oui, il y a un système de communication, une boucle, mais qui n'est pas une boucle de sécurité. Il n'assure pas la sécurité rapprochée, comment dire, il n'est pas garde du corps du président de la République. Monsieur Benalla ne portait jamais d'armes lorsqu'il était dans un déplacement public du président de la République. C'est une information très importante. Monsieur Sueur, et puis je vous redonne la parole, monsieur le directeur. Je n'ai pas parlé tout à l'heure dans le micro. Je dis ce qui est ma conviction. J'entends vraiment les explications que vous donnez et chacun se fera un jugement. Bon, la situation est complexe, mais je persiste à penser, j'ai peut-être tort, je persiste à penser, monsieur le directeur, que pour les manifestations notoires, internationalement filmées, extrêmement visibles, et de surcroît sensibles, qui ont suivi la sanction de 15 jours de mise à pied, et alors que les faits donc étaient ce que vous savez, il eût été possible de confier cette mission à d'autres personnes au sein des services de la République française. Bon, c'est tout. Et puis, j'insiste à le dire, je le dis publiquement. Monsieur le directeur, oui, mais merci. Donc vous allez pouvoir répondre, mais j'ai une chose quand même. Vous venez de nous dire que Monsieur Benalla ne portait jamais d'armes quand il accompagnait le président de la République dans un déplacement officiel. Donc son permis de port d'armes était exclusivement destiné à lui permettre de porter une arme pour les déplacements privés. Ce n'était pas précisé dans l'autorisation. Et d'ailleurs, je ne sais pas si il a été amené à porter une arme dans les déplacements privés. J'ai dit que... j'ai dit... Pourquoi a-t-il demandé, obtenu un permis de port d'armes s'il n'en portait jamais? Ce n'était pas dans l'utilité du service, non, alors? J'ai indiqué tout à l'heure qu'en tant que responsable direct de la sécurité du chef de l'État, il m'a paru à moi utile que dans certaines circonstances,
il y ait, en plus du GSPR qui est chargé de la protection rapprochée, une personne qui puisse avoir une arme. C'est tout. Je ne peux pas, et vous le comprendrez, expliquer dans le détail comment s'organise la sécurité du chef de l'État. En revanche, je voudrais répondre à une question très importante. Lorsque vous avez fait état des relations tumultueuses entre M. Benalla et certains membres du GSPR, j'ai noté des termes très forts. Il terrorisait, c'est bien ça. C'est pas moi. Non, ce sont un syndicaliste et des rapports exécrables. Un syndicaliste a dit cela. Voilà. Plusieurs. Alors, oui. Enfin, plusieurs, on le voit. bon, pour moi, ce sont des termes extrêmement forts. Et ils me surprennent. Parce que le colonel Lavergne, qui commande le GSPR, je le vois tous les jours. Tous les jours, je fais le point avec lui. Jamais il m'a signalé ce type de tension. Deuxièmement, les agents du GSPR, je les croise tous les jours. J'essaie d'avoir, dans mon rôle de chef du personnel, des relations, je dirais, directes avec tous les agents que je croise. L'Élysée, que vous connaissez, Monsieur le Président, est une maison où il y a une proximité entre les agents. On se croise, on se voit. Donc s'il y avait eu des problèmes de ce type, des problèmes relationnels qui pourrissent la vie au travail, pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé? Je suis quand même surpris de ce type d'information. Je vous remercie. Nous verrons dans les prochains jours si ces propos sont étayés par des faits plus précis. Les deux rapporteurs ont posé l'ensemble des questions qu'ils voulaient poser à ce stade. Hein. Donc je vais demander à M. François Pilet de s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, l'article 11, je vais changer un peu de terrain. L'article 11 de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique oblige les collaborateurs du Président de la République à déposer une déclaration d'intérêt et à la transmettre à l'autorité hiérarchique. Dans la déclaration d'intérêt qui vous a été transmise par M. Benalla, est-il fait mention, nous savons par définition ce qu'il y a dans une déclaration d'intérêt, a-t-il fait mention de relations particulières avec des sociétés de sécurité privée? Monsieur le Directeur. Vous évoquez la déclaration d'intérêt qui doit être transmise à la haute autorité. Oui, voilà. Et au supérieur hiérarchique. Il n'en a pas fait ici. Alors, nous sommes en train d'expertiser ce point juridique. Avant même le cabinet du président M. Macron, seuls les conseillers dont la nomination était publiée au JO adressaient une déclaration à la haute autorité. Et donc, nous avons maintenu cette pratique pour le cabinet qui est en place depuis 1 an. Donc, M. Benalla étant chargé de mission, il n'était pas, d'après cette interprétation, mais qui est ancienne, il n'était pas tenu de faire cette déclaration. Nous avons, ce matin, demandé au secrétariat général du gouvernement d'expertiser ce point. C'est-à-dire, est-ce que les chargés de mission, nous en avons 9 dans les effectifs de l'Élysée, sont également tenus de faire cette déclaration à la haute autorité. Et dès que nous aurons la réponse, on se pliera évidemment à ce qu'il faut faire. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur Pilet redemande la parole. Mais je pense que l'interprétation juridique est assez aisée à faire. L'article 1, alinéa 4 de la loi de 2013 précise bien que tous les collaborateurs du Président de la République doivent déposer non seulement une déclaration d'intérêt, mais une déclaration de patrimoine. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Mais si nous voulons distinguer, il suffit de se reporter aux travaux parlementaires. Or, devant l'Assemblée nationale, au départ, effectivement, votre position est exacte, car le texte prévoyait que seuls les collaborateurs de l'Élysée ayant fait l'objet d'une nomination passée au journal officiel étaient soumis à cette obligation. C'était un amendement de M. Dosière qui y a renoncé, et l'amendement qui a été retenu est précisément un amendement qui ne permet aucune ambiguïté sur l'analyse de la loi. L'amendement de M. Touré qui dit bien que
tous les collaborateurs de l'Élysée sont soumis à la déclaration d'intérêt et à la déclaration de patrimoine. Il n'y a pas de difficulté qui doivent vous amener à saisir 36 spécialistes du droit en ce domaine. C'est à mon avis assez clair. C'est d'autant plus clair en l'espèce que ce n'est pas un chargé de mission, c'est le chef adjoint de cabinet, M. Benalla. Donc, il devait déposer une déclaration d'intérêt. C'est dommage, nous ne saurons pas s'il avait eu des relations avec des entreprises de sécurité privée. Mais puis, beaucoup plus grave, c'est que le non-respect de ces obligations constitue un délit qui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors, je ne voudrais pas dans l'avenir que nous revenions sur les mêmes critiques ou soupçons ou doutes que la commission d'enquête a eu. À mon sens, toutes les autorités et fonctionnaires qui, à l'heure actuelle, savent cette situation, sont obligés de faire application de l'article 40 et transmettre cette situation au procureur de la République. Monsieur le directeur. Merci, monsieur le sénateur, pour ces éléments. Dans son contrat de recrutement, monsieur Benalla est recruté en qualité de chargé de mission, uniquement chargé de mission, et pas adjoint au chef de cabinet. Il n'est pas chef adjoint du cabinet, il est adjoint au chef du cabinet. S'agissant des éléments que vous m'indiquez, donc je l'ai dit, nous avons tout de suite demandé au secrétaire général du gouvernement quelle est la ligne à suivre. Et évidemment, on va se confirmer, mais je note bien l'amendement de M. Tourret. Alors, vous allez me détester, chers collègues, mais François Pilet, qui vient de lever une question extrêmement importante, demande, et il ne s'est pas exprimé pendant toutes les auditions, pratiquement, sauf une fois ou deux, il demande la parole. Vous m'autorisez à la lui donner. Alors, je vous la donne, chers collègues. Merci. L'analyse que je viens de faire a tout de même été partagée par le président Hollande dès l'apparition de la loi de 2013. Il avait donné instruction à tous ses chargés de mission de déposer les déclarations. Certes, l'habitude après s'est un peu perdue. Bien. Alors, nous nous en tenons là sur cette question, mais je crois que les services de la présidence de la République pourront remercier M. Pilet de son éclairage juridique qui est plus rapide que la réponse que vous attendez du secrétaire général du gouvernement, pourtant excellent lui aussi. Alors, nous passons maintenant à M. Loïc Hervé pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur de cabinet, ma première question sera pour vous, Monsieur le Président de la Commission des lois. Est-ce que dans les documents que nous sommes légitimes à demander à l'Élysée, nous pourrions avoir la fiche de poste, le contrat de travail et la feuille de paye du mois de mai de Monsieur Benalla? S'ils me veulent qu'ils viennent me chercher, a dit le Président de la République devant les parlementaires de la majorité hier soir à la Maison de l'Amérique latine, je partage totalement l'analyse du rapporteur sur le fait que ça pose un certain nombre de problèmes d'ordre constitutionnel, mais néanmoins, je pense que ces documents éclaireraient de manière intelligente les travaux de la Commission, et je remercie le directeur de cabinet s'il voulait bien nous les transmettre sous votre autorité, Monsieur le Président de la Commission des lois. Bien, je vous remercie. J'espère ne pas avoir besoin d'utiliser mon autorité, comme vous dites. Monsieur le directeur, vous pourriez peut-être nous donner des assurances à cet égard. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur. Et puis-je traduire votre expression comme signifiant que vous allez nous transmettre ces documents? Je vais bien évidemment voir dans quelles conditions je peux vous les transmettre, et je m'engage à vous faire une réponse très rapide. Je vous remercie. Monsieur Hervé s'est donc exprimé. Monsieur le Président Caner est-il disponible pour le faire? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, directeur du cabinet, il y a des zones d'ombre manifestement sur les responsabilités exactes de M. Benalla. Je ne vais pas faire un contrôle d'opportunité, mais je n'ai jamais vu à un tel niveau de responsabilité un simple chargé de mission de 26 ans. Je vous le dis, dans mon expérience ministérielle, ce qu'il portait relevait au moins d'un membre JO, entre guillemets, et sûrement avec une expérience plus assumée. Et donc, je souhaite dire à cette commission qu'au nom des commissaires socialistes ici présents, nous sollicitons officiellement l'audition de M. Benalla au sein de notre commission d'enquête. Non pas, bien évidemment, sur la question judiciaire, qui relève uniquement dans la séparation du pouvoir de l'autorité judiciaire, sur les faits qui lui sont éventuellement reprochés sur la contrescarpe, mais bien sur ses fonctions administratives auprès de M. Stroda,
auprès du président de la République sur ses différentes responsabilités. Et donc, je voulais, Monsieur le Président Bas, donc vous confirmer mon intention au nom des commissaires membres de cette commission d'enquête, et nous vous le confirmerons par écrit dès ce soir. Je vous remercie. Attendez-vous une réponse de Monsieur le directeur du cabinet du président de la République sur ce point? Je ne peux que prendre la note de la demande de Monsieur le ministre. Et je fais la même chose. Alors, nous passons maintenant à Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. On est dans une situation un petit peu particulière. Depuis hier, nous savons que le Président de la République s'estime responsable de cette affaire. Il est, j'allais dire, d'autant plus responsable qu'il est intouchable. C'est sans doute, les deux sont sans doute liés. Donc, il assume, vous assumez, et nous assumons notre fonction, qui n'est pas de nous substituer à l'autorité judiciaire, mais bien de comprendre le dysfonctionnement au sein de l'Élysée, qui, pour le coup, a vraiment eu un mode de fonctionnement justement très disruptif. Alors, j'ai 3 questions très rapides. Vous avez parlé du changement de mission de Monsieur Benalla. Est-ce qu'il y a une note lui signifiant son changement de mission, et est-ce que cette note est disponible et peut nous être communiquée? Monsieur le directeur. La réponse est oui, Monsieur le sénateur. Merci. La deuxième chose, c'est qu'il y a, me semble-t-il, au sein de l'Élysée, un pôle régalien et une conseillère juridique qui est une magistrate. Et je pense que dès que vous avez vu la vidéo, eu égard à votre professionnalisme, il est évident que vous avez, je pense, mesuré tout de suite la difficulté que pouvait représenter cette affaire. Donc là, ma question est très simple. Est-ce que vous avez demandé à cette magistrate s'il fallait activer l'article 40, oui ou non? Et si oui, que vous a-t-elle dit? Et sinon, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et enfin, dernier point, rapidement, vous avez parlé d'une dizaine de chargés de mission. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de personnes sont dans la même situation que M. Benalla au sein de l'Élysée? Rebondir sur le fait qu'effectivement il y a un problème avec la transparence et le fait qu'il n'y ait pas de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie politique de ces personnels, et simplement souligner, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, que vous êtes dans ce cas-là un petit peu enfin l'Élysée est un peu en contradiction avec la politique de transparence qui est la sienne et qu'elle a affirmée par la première loi votée sous ce quinquennat. Merci. Alors, Monsieur le directeur. Bien, Monsieur le sénateur, donc sur la note de service qui précise les nouvelles attributions de Monsieur Benalla, je prends évidemment note de cette demande et je ferai le nécessaire pour vous faire parvenir, Monsieur le Président, ce document. Sur la question concernant l'article 40 et le conseil que j'aurais pu demander à la conseillère justice, non, je n'ai pas consulté la conseillère justice. Voyez-vous, j'ai une haute opinion de la séparation des pouvoirs. Et même une personne qui travaille à mes côtés, qui est magistrate, sur ces questions, je ne voulais pas avoir son avis, d'autant plus que la décision a été prise très vite. Je rappelle que la décision a été prise le 2 mai, dans la journée. Dans la journée. Et donc, j'ai expliqué dans quelles conditions j'ai pris cette décision, sur quel fondement, quelles informations je disposais, et je l'assume pleinement. Je n'avais pas besoin de conseils. J'ai l'habitude comment dirais-je, d'être le témoin de ce type d'opération de maintien de l'ordre. Lorsque j'étais préfet de Corse et surtout préfet de Bretagne, j'ai eu à gérer des manifestations, je parle sous le contrôle de Monsieur le sénateur, des manifestations extrêmement violentes, où il y avait de très nombreux affrontements, mais très violents, très très violents. Hein, les bonnets rouges, vous pouvez en parler. J'ai eu à prendre des décisions dans ces circonstances. J'ai fait des articles 40. Je n'ai jamais hésité à faire des articles 40. J'étais amené à en faire. Et là, je considérais qu'avec ce que je voyais, avec ce que je savais, sur ce qui s'était passé le 1er mai, je n'avais pas besoin de prendre 35 conseils. J'ai assumé ma décision, je l'ai prise tout de suite. Les chargés de mission.
Je suis désolé, monsieur le sénateur, mais on touche là à l'organisation de l'Élysée, l'organisation de son fonctionnement et donc de l'activité du président de la République. Et si je détaillais ces éléments, je pense que je porterais atteinte au principe de séparation. Monsieur le directeur, je ne partage pas votre point de vue. D'ailleurs, les principaux collaborateurs du président de la République ont des fonctions qui sont parfaitement publiques et je ne vois pas qu'il y ait la moindre raison tirée du principe de séparation des pouvoirs de ne pas expliquer ce que font les chargés de mission de la présidence de la République. Ça n'est pas un secret d'État. Et ça n'est pas de la part de notre collègue porter atteinte à la séparation des pouvoirs que de poser ce type de questions. Vous avez raison, j'aurais dû être plus précis. Les chargés de mission en question ne participent pas ou n'ont pas vocation à participer à des opérations d'observateurs auprès de la préfecture de police. Et donc je considère que ça ne fait pas partie du champ d'enquête qui m'amène devant vous. Monsieur le directeur, là encore, je me permets de vous dire, puisque vous êtes attaché à la séparation des pouvoirs, qu'il nous appartient d'interpréter nous-mêmes le champ des compétences qui nous sont dévolues par le vote du Sénat. Et comme vous avez pu le constater, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce champ est extrêmement large. Nous nous intéressons en réalité au bon fonctionnement de l'État. Nous craignons la confusion des pouvoirs. Nous sommes nous aussi attentifs à la séparation des pouvoirs. Nous pensons que cette séparation des pouvoirs existe aussi entre le président de la République et le gouvernement, entre les collaborateurs du président de la République et les hiérarchies des administrations placées sous l'autorité des ministres et du Premier ministre. Et donc, je me permets de vous dire que cette interprétation que vous faites est hautement contestable et que je ne la partage en aucun cas. Alors si, à la réflexion, vous acceptiez de répondre plus précisément à la question de notre collègue, je crois que ce serait positif. Dans le propos liminaire que j'ai pu développer devant vous, j'ai précisé que j'étais ici avec l'autorisation du président de la République et qu'il m'a demandé d'être extrêmement attentif au respect du principe de séparation. J'ai été invité devant votre commission qui est chargée de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre. Les autres chargés de mission ne sont pas concernés par ces missions auprès des forces de l'ordre. Oui, c'est le seul chargé de mission qui dans ses fonctions au cabinet, pouvait être observateur. Bien, nous passons à Madame Benbassa, si elle le veut bien. Merci, Monsieur le Président. J'aurais aimé savoir comment la vidéosurveillance sur laquelle figure Monsieur Benalla vous est arrivée et par quels moyens. Et deuxièmement, j'aurais voulu savoir si M. Benalla était sous contrat privé ou sous contrat de droit public. Parce que s'il était sous contrat de droit public, les sanctions, soit d'un fonctionnaire de ce genre, enfin qui est sous droit public, va de l'avertissement au blâme à l'exclusion temporaire de la fonction, la révocation. M. Benalla a été mis à pied avec suspension de salaire de 4 à 19 mois, du 4 au 19 mai. Cela correspond donc à une exclusion temporaire de plus de 3 jours avec suspension de traitement. Or, une telle sanction ne peut pas être prononcée avant de réunir le conseil de discipline. Est-ce que le conseil de discipline a été réuni? Et deuxièmement, il est payé, s'il a un contrat de droit public, il a été payé par le comptable public. Est-ce que l'agent comptable de l'Élysée peut nous produire les écritures montrant que M. Benalla n'a touché que la moitié de son traitement le mois où il a été sanctionné? Merci. Merci, cher collègue, Monsieur le directeur.
Monsieur Benalla a été recruté en qualité d'agent contractuel. C'est un contrat de droit public. Et donc, pour la sanction, nous avons effectivement fait application du décret de 1986, qui prévoit l'échelle des sanctions. Vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, l'avertissement, l'exclusion temporaire et le licenciement. Voilà. Donc, la sanction de suspension de 15 jours, en fait, c'est une exclusion temporaire qui a été prononcée. Le conseil de discipline n'a pas été saisi parce que nous n'avons pas de conseil de discipline dans les services de l'Élysée. Et je l'ai indiqué, ce qui a primé dans notre décision, c'était la rapidité, prendre une sanction immédiate, adaptée et proportionnée, ce qui a été fait. La première question, c'était... Est-ce que l'agent comptable peut ah oui. Un document tout à fait. attestant de cette suspension? Oui, excusez-moi, je vais... Monsieur Benalla a touché, pour le mois de mai, son salaire intégral. En revanche, les 15 jours de suspension se feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2017. Il a de très nombreux jours de congé auxquels il a droit au titre de l'année 2017, et dans son solde avant licenciement, ces congés ne seront pas payés. Mes chers collègues, la réponse de Monsieur le Directeur a le mérite de la franchise. Je crois qu'il faut le lui reconnaître. Alors... Non, j'avais une deuxième partie. Une deuxième Madame question, Benbassa. je l'ai posée d'ailleurs. Je vous rappelle la question. Comment est-ce que la vidéo surveillance sur laquelle figure M. Benalla vous est arrivée? Comment et par quels moyens? Voilà. Donc, je l'ai indiqué, j'ai été alerté sur ce qui s'était passé le 1er mai. Le 2 mai, en arrivant au bureau, lorsque le conseiller en charge des réseaux sociaux est venu me voir pour me dire qu'une vidéo était mise en ligne et circulait sur les réseaux sociaux. Il m'a montré cette vidéo, où donc figuraient à la fois les scènes d'affrontement que j'ai décrites tout à l'heure, et puis cette scène d'interpellation qui mettait en présence celui qui devait être identifié comme M. Benalla. Et donc j'ai regardé cette vidéo, et c'est à partir de là que j'ai convoqué l'intéressé tout de suite pour m'assurer que c'était bien lui qui était présent et qui avait eu ce comportement fautif. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur Colomba, Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous avez dit que tous ces événements découlaient d'un comportement individuel fautif. Oui, toute faute est forcément individuelle. Mais ce qu'on observe, c'est qu'elle a été facilitée par un type particulier de fonctionnement de nos institutions, où il suffit, et on l'a constaté à de multiples reprises, en tout cas aux auditions, il suffit de se revendiquer de la chefferie du chef de l'État, c'est le terme qui a été employé, pour avoir accès à des lieux, pour avoir accès à des fonctions qui, normalement, ne sont pas celles du bénéficiaire. D'ailleurs, vous nous avez bien précisé que ces fonctions étaient particulièrement ciblées et particulièrement donc limitées. Alors, ma question, c'est la suivante. Quel contrôle? Est-ce que vous faites un contrôle, ou quel contrôle, en tout cas, faites-vous des comportements réels des personnels placés sous votre responsabilité? Car il s'agit quand même de fonctions particulièrement délicates. Et apparemment, il ressort de nos auditions que ce qui s'est passé, bien sûr, est particulièrement grave, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des accros. Donc, est-ce que vous surveillez un peu ce qui se passe? S'il vous plaît, Monsieur le Directeur. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je crois qu'il y a, si vous le permettez, deux
deux sous-questions dans votre question. Il y a qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Est-ce que, en tant que responsable des services, j'étais au courant? Est-ce que je l'avais autorisé? Et est-ce que tout le monde peut y aller? Et puis ensuite, est-ce que dans son comportement habituel, c'est un agent qui posait problème? Oui. Alors, s'agissant de la mission d'observateur, qui donc a amené Monsieur Benalla à avoir ce... Vous me permettez, il était quand même, il était casqué, il avait un talkie-walkie, etc. Il est intervenu. C'est un drôle d'observateur. Hein. Même l'ONU, ils sont plus réservés dans leurs interventions. Mais c'est bien pour cela qu'il a été sanctionné. Et je crois qu'il faudrait préciser exactement dans quelles circonstances il s'est trouvé là-bas. Monsieur Benalla, je le vois régulièrement, puisque tous les matins, je fais le point sur l'agenda du chef de l'État de la journée, et donc je le fais forcément avec le chef de cabinet, le chef adjoint de cabinet, et puis les adjoints qui sont là, ne sont pas toujours là. Au cours d'une réunion, quelques jours avant le 1er mai, M. Benalla me dit à la fin de la réunion, au fait, je suis invité par la préfecture de police pour une mission d'observation la journée du 1er mai. Je lui ai demandé qui vous a invité. Il m'a dit, c'est M. Simonin, le chef d'état-major de la DOPC. Je connais M. Simonin par mes fonctions antérieures et c'est un bon professionnel. Et à partir de ce moment-là, j'ai considéré que l'invitation était une invitation dont la hiérarchie de M. Simonin était informée et qui, en tout cas, répondrait en tout point à ce qu'on entend par mission d'observation. Parce que les missions d'observation, c'est un cadre très précis. C'est un cadre très précis. Et ce n'est pas du tout exceptionnel. L'an dernier, 3000 journalistes ont bénéficié de ce statut d'observateur dans des opérations de maintien de l'ordre. Lorsque j'étais préfet, notamment en Bretagne, j'accueillais des magistrats, des journalistes, des étudiants, qui voulaient voir comment étaient gérées des manifestations de ce type. Et donc, j'ai un collaborateur qui me dit « Je suis invité par la préfecture de police », et pas n'importe qui me dit « Je suis invité en qualité d'observateur ». Je sais ce que c'est qu'un observateur. Je sais ce que c'est. C'est effectivement être aux côtés de forces de l'ordre pour observer comment on gère une opération de maintien de l'ordre avec des équipements de protection, un casque, il peut y avoir des brassards, selon les circonstances, il peut y en avoir. Et comme la mission de M. Benalla était justement d'assurer la coordination de tous les services qui participent de l'organisation d'un déplacement du président de la République, il était en contact régulièrement avec la préfecture de police. Quand le chef de l'État se déplace sur la plaque parisienne pour une inauguration, pour une manifestation, on est en contact avec la préfecture de police. Donc, il ne m'a pas semblé anormal que M. Benalla, dans le cadre de ses fonctions à l'Élysée... C'est une manifestation. Mais... C'est un déplacement du président de la République. Monsieur Colomba, ça n'est pas une discussion entre vous et le directeur du cabinet. Laissez-le, s'il vous plaît, s'exprimer. Et monsieur le directeur, vous n'êtes pas obligé de répondre aux interpellations en cours d'exposé. Non, mais j'essaie de vous dire pourquoi j'ai effectivement autorisé M. Benalla à y aller. Il était invité par une autorité responsable pour une mission bien précise et pour une mission qui se situait dans le prolongement de ses fonctions à l'Élysée. Donc, il y est allé, mais avant d'y aller, je lui ai dit, mission d'observation, ce n'est pas intervenir sur le terrain. Et c'est là où il a commis la faute. La faute, c'était pas... Monsieur le directeur, vous lui avez dit une mission d'observation, ça n'est pas intervenir sur le terrain. Mais évidemment. Donc vous l'avez préalablement mis en garde et vous avez imaginé qu'il pût être tenté d'intervenir sur le terrain. Non. J'ai juste rappelé que, bien évidemment, une mission d'observation, c'est une mission d'observation. Ce n'est pas une opération de maintien de l'ordre. Et, enfin, très franchement, comment aurais-je pu imaginer qu'un de mes collaborateurs, qui est invité par un haut gradé de la préfecture de police, pour une mission d'observation, ne soit pas encadré pour cette mission? Enfin, il y a quand même un minimum de confiance dans les relations de travail. Donc, pour moi, il n'était pas anormal qu'il y soit.
Alors, est-ce que c'est un agent qui pose problème? Là aussi, je me dois, parce que je suis sous serment et par honnêteté intellectuelle, je me dois de vous dire qu'on ne m'a jamais signalé n'importe quel comportement déviant de la part de M. Benalla. Et pourtant, tous les jours, dans les couloirs, je rencontre tous mes collaborateurs. S'il y avait eu un problème, ils n'auraient certainement pas hésité à me dire « il me terrorise, il me traite mal ». On ne l'a jamais signalé. Au contraire, monsieur le sénateur. Monsieur Benalla était apprécié dans les services, car il était efficace, disponible, serviable, et il avait toujours le souci de livrer ce qui lui était demandé. Merci, monsieur le directeur, pour cette réponse. Madame Catherine Trendley. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur, vous nous avez dit et redit que vous étiez très attaché à la séparation des pouvoirs. Nous le sommes également. C'est une garantie de l'équilibre de nos institutions. Alors je me posais la question, comment est-ce possible que ce collaborateur avait pu obtenir un badge, un laissez-passer et se présenter dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Monsieur le directeur. La mise à disposition des cabinets ministériels ou présidentiels de badges est une pratique courante. Une pratique courante. Alors, quelle est la procédure qui a été suivie pour le badge dont a bénéficié M. Benalla? C'est la procédure normale qui s'applique à tous les agents qui souhaitent bénéficier d'un badge. Très concrètement, ils font la demande aux responsables du pôle parlementaire de l'Élysée en disant « voilà, je souhaiterais bénéficier d'un badge d'accès ». Il est d'usage au cabinet du président de la République que ces badges soient réservés aux membres du pôle parlementaire qui sont en contact avec mesdames et messieurs les députés et sénateurs, mais aussi des agents du cabinet qui parfois ont besoin de venir à votre rencontre pour organiser un déplacement du président de la République. Non, attendez. Non, mais attendez, j'y viens, madame la sénatrice. Donc, cette demande a été instruite par le pôle parlementaire et m'a été transmise pour visa et transmission au président de l'Assemblée nationale. La décision appartient au président de l'Assemblée nationale. La catégorie, l'accréditation en quelque sorte du badge également. On me dit que M. Benalla n'a jamais accédé à l'hémicycle. Donc voilà, il était bénéficiaire d'un badge selon une procédure tout à fait régulière, et ceci dans le cadre d'une pratique qui est extrêmement courante dans les cabinets ministériels et au cabinet du président de la République. Ce n'est pas un avantage. Non, certainement, ce n'est pas un avantage, monsieur le directeur, mais c'est une possibilité qui est offerte en réalité à des collaborateurs qui ont vraiment de très fortes raisons de devoir rentrer facilement dans l'Assemblée nationale ou dans le Sénat d'ailleurs, et il s'agit d'un badge qui ne permet pas simplement de circuler dans les locaux de l'Assemblée nationale, mais de pénétrer dans l'hémicycle. Et je crois honnêtement qu'il est assez difficile de convaincre qu'il y avait un intérêt pour le service suffisant pour que ça justifie la présence de ce collaborateur dont vous avez parfaitement décrit les fonctions jusqu'à l'intérieur de l'hémicycle. C'est quelque chose qui me surprend personnellement. Mais vous avez eu à faire cette appréciation. Le président de l'Assemblée nationale n'aurait pas eu à statuer sur cette demande si elle ne lui avait pas été transmise. Vous avez donc estimé qu'il y avait un intérêt pour le service à ce qu'il obtint cette carte. Oui, je le confirme, Monsieur le Président. Monsieur Benalla était au sein du cabinet qui est chargé de préparer les déplacements du Président de la République. Vous le savez, Mesdames et Messieurs les sénateurs, un déplacement, on essaie de le préparer avec les élus du territoire, on essaie de voir avec vous. Mais les contacts peuvent aussi se dérouler à Paris. Et donc c'est dans ce cadre-là. Non, je n'ai pas parlé de l'hémicycle.
Non, en fait, ce sont des réunions de travail déportées là où vous êtes obligé d'être. Bien. Allez, s'il vous plaît, restons-en là. Je crois que ceux qui ne sont pas convaincus ne le seront pas par davantage d'explications, me semble-t-il. Vous avez dit ce que vous aviez à dire sur le sujet, monsieur le directeur. Et donc, nous allons passer à la question suivante, celle de monsieur Leroy. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur, pour moi, il y a manifestement, je dirais, une contradiction dans les faits. Je voudrais juste vous dire, en rappelant que l'émission de M. Benalla, qui en fait était protocolaire, puisque que ce soit privé ou public, on peut dire que c'est un agent du protocole, pour raccourcir. En face, il a un patron qui est, dit-on, précis, rigoureux, méticuleux, respectueux des règles et qualifié de grand commis d'État. La faute que vous avez constatée, même si vous l'attribuez de façon minime, en tout cas dans la hiérarchie des sanctions, c'est quand même une faute grave ou lourde pour un agent qui sert le service public, puisqu'il y a violence et il y a usurpation et port illégal de qualification. Alors, moi, je pense que ça correspond à votre personnalité. Certainement que vous avez dû envisager l'application de l'article 40. Donc, je voudrais savoir si vraiment vous l'avez envisagé. Certainement que vous avez dû rendre compte au président de la République. C'est certain pour un directeur de cabinet. Et est-ce que vous avez été dissuadé ou est-ce que vous avez pensé vraiment ne pas saisir la justice par l'article 40 ? Monsieur le directeur, vous avez en partie répondu, je crois. Le chef de l'État a été informé de la présence et du comportement fautif de M. Benalla dans la nuit du 2 au 3 mai lors d'un point qu'il avait avec le secrétaire général de l'Élysée à qui j'avais donné ces éléments. Et donc, les éléments que j'avais donnés au secrétaire général et qu'il a adressé au président de la République, c'est « Nous avons un de nos collaborateurs qui a fauté et il fera l'objet d'une sanction. » Et le lendemain, j'ai pris la sanction. J'ai pris la sanction que j'ai décidée seul. Que j'ai décidé seul, monsieur le sénateur. Alors ensuite, est-ce que je me suis posé la question, faut-il faire un article 40 ou pas ? Évidemment que je me la suis posée. Mais je crois que j'ai répondu tout à l'heure quels sont les éléments que j'ai pris en compte. Et en toute conscience, par rapport à des articles 40 que j'avais déjà faits, j'ai considéré que là, il n'y avait pas matière. Pas de préjudice, pas de comment dirais-je, d'acharnement, pas d'acharnement. Des scènes de violence où on sait très bien que les interpellations ne sont jamais faciles. Je crois que vous avez reçu le directeur général de la police nationale. Ce sont toujours des moments extrêmement intenses. Alors évidemment, après, a posteriori, on peut toujours dire « Ah ben là, il aurait fallu faire ça et ça », mais dans le feu de l'action, il faut trouver le bon équilibre entre la nécessité de préserver l'ordre public. Enfin, quand on se rappelle aux dégradations qui ont eu lieu le 1er mai. Mais la France était sidérée par ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un non-professionnel, et c'est ce que j'ai sanctionné, immobiliser un manifestant violent qui participait d'affrontements où on jetait des objets sur les policiers. Voilà. Mais ça, c'est mon appréciation et je l'assume. Je l'assume. Donc c'est cette analyse que j'ai faite, monsieur le sénateur, et qui m'a conduit à écarter l'article 40, et je l'assume. Madame Jourda demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, ne prenez pas ma question comme désobligeante, mais en réalité, elle n'est que la réaction à ce que vous avez indiqué il y a quelques instants, une information que nous ignorions. Vous nous avez indiqué que la sanction financière à l'égard de Monsieur Benalla, soit le fait qu'il ne soit pas rémunéré pendant ces 15 jours d'exclusion temporaire, a été différée. Est-ce que les 15 jours d'exclusion temporaire ont, eux, été effectifs ? Et a-t-il été vraiment absent de l'Élysée pendant ces 2 semaines ? Monsieur le directeur. Oui, madame, le co-rapporteur, il n'a pas mis les pieds à l'Élysée
du 4 au 22 mai. Du 4 au 22 mai. Et je peux vous assurer que le contrôle d'accès à l'Élysée, certainement une des fonctions les plus rigoureuses. Merci, Monsieur le Directeur. Madame Di Folco. En venant pacifiquement. Merci, Monsieur le Président. En réalité, les questions que je souhaitais poser ont déjà été posées par mes collègues, mais je ferai quand même quelques petites remarques par rapport à ce que Monsieur le Directeur nous confie depuis quelque temps, notamment sur les missions de Monsieur Benalla. Clairement, j'ai du mal à comprendre en quoi ces missions nécessitaient le port d'une arme. Parce que Monsieur le Préfet de police, ce matin, nous a bien clairement énoncé les conditions dans lesquelles on pouvait faire une demande et on pouvait se voir attribuer une arme. Et notamment, elle a été attribuée au motif que ses fonctions pouvaient le nécessiter. Donc là, franchement, j'ai du mal. Quand vous dites bien qu'il n'est pas du tout chargé de la protection du président, qu'il est chargé d'organiser les manifestations, etc., j'ai quand même beaucoup de mal, d'autant que, visiblement, ce permis a quand même été accordé en ne respectant pas tout à fait les règles, puisque Monsieur le Préfet nous a annoncé que c'était sur un arrêté ministériel qui désigne les services qui sont habilités à faire des demandes. Or, l'Élysée n'est pas sur cette liste, apparemment. Donc, bon, c'est un petit peu litigieux. La deuxième remarque que j'ai à faire, c'est que, sincèrement, donc, Monsieur Benalla a été sanctionné. Personnellement, je pense que la sanction, s'il avait été réellement dans la fonction publique, elle était bien minime. Je l'ai déjà confié ce matin. Mais je trouve quand même que confier des missions, enfin, en tout cas, mettre en première ligne sur des événements prestigieux, le 14 juillet, le Panthéon, la réception des Bleus, quelqu'un qui, soi-disant, est rétrogradé, je trouve ça quand même un peu incohérent, quoi. Voilà. C'est une remarque personnelle. Merci. Monsieur le Directeur, vous souhaitez réagir ? Oui, Monsieur le Président. Merci, Madame. Sur le port d'armes et la nécessité d'en avoir un, j'ai indiqué tout à l'heure que dans certains moments, dans l'activité du Président, il m'a paru utile qu'il y ait effectivement quelqu'un qui puisse bénéficier de cette autorisation. C'est une appréciation dont j'assume la responsabilité. Je ne peux pas aller plus loin dans les explications parce qu'on touche là à un secteur qui peut mettre en cause la sécurité du chef de l'État. S'agissant de la procédure, là aussi, Madame la sénatrice, je voudrais être très précis. Le dossier de demande de port d'armes de M. Benalla a été transmis par mes soins au préfet de police avec une mention que j'ai sous les yeux. Si cette autorisation peut être accordée dans le strict respect des textes, j'y suis favorable. Oui. Ça veut dire, Madame la sénatrice, que lorsque j'ai transmis le dossier au préfet de police, je lui ai dit ce que je souhaite, c'est une instruction normale et une décision normale. On lui a dit. Et en aucun cas, si jamais il m'avait dit il y a un problème, il y aurait eu intervention ou pression. Et je savais que le préfet de police avait exactement la même position que la mienne. Donc, il n'y a pas eu de pression, d'intervention, d'avantage. C'est une procédure normale qui a été suivie pour le port d'armes. Bien, mes chers collègues, j'ai encore 8 inscrits. Nous avons déjà débordé de 10 minutes. Je vous propose de bien vouloir enchaîner vos questions en moins d'1 minute chacun. Et j'indique au directeur de cabinet qu'il répondra globalement aux questions qui viennent. Je crois d'ailleurs que nous avons déjà largement balayé le champ des questions qui méritaient d'être soulevées. Donc, je donne maintenant la parole pour au maximum 1 minute à Monsieur Alain Marc. Merci, Président. Monsieur le Directeur, Monsieur Benalla était d'abord chargé de la sécurité du candidat Macron. Le candidat Macron, qui chacun sait, est devenu président de la République, et Monsieur Benalla se retrouve ensuite chargé de sécurité, mais à l'Élysée. Il y a quand même une différence, me semble-t-il, notoire, que d'autres ont vu aussi. Et je voudrais savoir si rien n'a tilté chez vous, et si vous n'avez pas... D'abord, si c'est vous qui l'avez embauché, ou si vous avez eu des instructions pour l'embaucher à l'Élysée.
Et ensuite, compte tenu de son jeune âge, donc d'une expérience, c'est vrai que la valeur n'attend pas le nombre des années, mais que son expérience était sans doute limitée à la matière et que vous souhaitiez sans doute mieux la connaître, avez-vous fait une enquête sur lui? Merci, cher collègue. Madame Harribey. Alors, très vite, parce que deux des trois questions que je voulais poser ont été posées et ont eu des réponses. Je voudrais prolonger la question qui a été posée sur le badge à l'Assemblée nationale. En quoi la préparation des déplacements publics, l'organisation des déplacements privés et la gestion du programme d'accueil pour le défilé du 14 juillet justifient avoir une voiture de police équipée et qui n'est pas répertorié au ministère de l'Intérieur. Et on a eu la confirmation ce matin et l'habilitation secret défense. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Grosdidier. D'abord, je voudrais revenir effectivement sur l'article 73 invoqué par M. Benalla. Et vous-même nous avez dit que les manifestants qui l'auraient interpellé s'étaient rendus coupables d'actes violents ou agressifs à l'égard des forces de l'ordre. Le préfet, c'est les représentants des syndicats de police et nos interlocuteurs de la police nationale semblaient dire le contraire, savoir qu'il ne s'agissait pas de manifestants violents. Est-ce que vous avez eu cette discussion? Parce que, ou bien M. Benalla avait essayé, comme tout citoyen en vertu de l'article 73, interpeller pour mettre à disposition de l'OPJ des délinquants, et dans ce cas-là, vous aviez tort de le sanctionner, il était dans son droit, ou alors, effectivement, il ne l'a pas invoqué ou il l'invoque qu'aujourd'hui, et effectivement, la sanction était fondée, et il n'avait pas à intervenir. Ensuite, je voudrais revenir sur son statut. Vous avez épuisé votre temps, cher collègue. Sur le statut. Il s'occupait, oui ou non, de sécurité. Je suis tenté de vous couper la parole. Il a été recruté à ce titre. Allez-y, vite. Un véhicule, effectivement, avec il était perçu par les policiers, je termine là, non pas comme un observateur, mais régulièrement à la préfecture de police comme un fonctionnaire d'autorité qu'il n'était pas. Alors effectivement, on a du mal à comprendre toutes ces ambiguïtés. Donc, je vous remercie, cher collègue. Madame de la Gontrie. Merci, Président. Monsieur le Préfet, au final, avec la révélation que vous avez faite tout à l'heure concernant la non-retenue sur salaire des 15 jours de suspension, je n'arrive plus très bien à comprendre quel était le contenu de la dite sanction. Puisqu'il y avait une retenue sur salaire de 15 jours, mais qui finalement n'a pas eu lieu, et qui d'ailleurs n'aura pas lieu, puisque ce sera sur solde de congé. Il y a eu, vous avez parlé de rétrogradation, mais en fait, il participait toujours à l'organisation de grandes manifestations, comme on l'a vu, notamment 14 juillet, Épouveille, Coupe du Monde. Et puis, il y a eu un point que nous n'avons pas évoqué, qui est l'attribution, sans qu'il l'ait occupé, même s'il l'avait déclaré à l'administration fiscale, d'un appartement de fonction quai Branly, qui n'a pas la superficie qui lui a été prêtée, semble-t-il, mais qui existait quand même, et postérieur aux incidents dont on parle. Donc, du coup, je reviens en boucle au début de ma question. Quelle était la nature réelle de la dite sanction? Merci, cher collègue. Madame Coste. La question vient d'être posée par Madame de la Gontrie. Je voulais poser une question sur l'attribution de cet appartement, semble-t-il postérieur à la mise à pied. Et je voulais savoir, je voulais demander à Monsieur le Directeur qu'il infirme ou qu'il confirme cette attribution d'appartement. Et si elle est postérieure à la mise à pied? Les postérieures à la mise à pied, c'est-à-dire intervenant après le 19. Monsieur Alain Richard. Monsieur le Président, je continue à être à la recherche de faits qui puissent enrichir l'enquête que nous devons conclure. Et donc, je voudrais, pour compléter les réponses déjà très complètes du directeur de cabinet, poser la question de savoir si, à sa connaissance, hors de l'Élysée, des actes critiquables éventuellement susceptibles de sanctions administratives, par exemple, ont pu être reprochés à M. Benalla, soit avant le 1er mai, soit entre le 2 mai et le 18 juillet. Deuxièmement, depuis hier, on évoque de façon beaucoup trop imprécise des situations d'immixtion de Benalla dans l'activité opérationnelle des services de police. Donc, je pense qu'il est souhaitable que nous posions la question à chacun de nos interlocuteurs s'il peut citer
un fait qui établisse ceci. Et donc je pose la question au préfet Stroza. Et enfin, troisièmement, puisque là aussi des allusions sont venues, est-ce que d'autres personnes relevant du personnel de l'Élysée que M. Benalla l'assistent ou complètent son activité dans les missions qui lui ont été confiées, ou est-il seul dans cette mission? Merci, cher collègue. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, Monsieur Vincent Crase, autre protagoniste, est-il employé au sein de l'Élysée et notamment au sein du commandement militaire? Monsieur Vincent Crase, l'autre protagoniste. Voilà. Est-il employé au sein de l'Élysée, notamment au sein du commandement militaire? Madame de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je voudrais savoir s'il est exact que M. Benalla ait été habilité secret défense nationale. Et si oui, que peut justifier de telles prérogatives? Et enfin, si c'est le cas, est-ce que c'est normal qu'un chargé de mission puisse obtenir ce secret défense nationale? Merci, cher collègue. Enfin, Monsieur Temal, qui n'est pas membre de la commission des lois, mais par exception, il va pouvoir poser sa question, ainsi que Madame Condré. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de cabinet. Moi, j'ai beaucoup de questions ont été posées, mais d'abord vous remercier parce qu'enfin vous arrivez à nous préciser quelles étaient les missions et le rôle de Monsieur Benalla. Même s'il y a encore, et on l'a vu dans les différentes questions, beaucoup de zones d'ombre, mais en tout cas, on commence à voir quelles étaient ses fonctions et si oui ou non il avait un rôle éminemment important, notamment sur la question de la sécurité lors des déplacements privés du président de la République. Mais ma question porte sur un des points que vous avez évoqué en introduction, à savoir que vous étiez là avec l'autorisation du président de la République, qui vous avait demandé d'être attentif quant à la séparation des pouvoirs. Et de surcroît, j'y ajoute l'intervention du président hier soir, qui a indiqué qu'il était donc le responsable. Et donc ma question, c'est est-ce que ces deux interventions, hier soir devant les députés La République En Marche, une visite, je crois, surprise, et les propos qu'il vous a tenus, est-ce que cela a joué, oui ou non, sur les propos que vous avez pu tenir aujourd'hui, et donc votre explication des différents faits? Merci, cher collègue. Enfin, je vois que Madame Conway-Mouret, sous le même statut, voulait poser une question, et je vous prie de le faire. Très rapidement, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Directeur, j'imagine que vous suivez, comme le Président de la République, de très près le projet de réforme du dispositif de sécurité du Palais pour la création d'une direction de la sécurité, la future DSPR, qui ne devait répondre qu'aux ordres du chef de l'État. Alors, j'aimerais savoir sur quel besoin quelle est la décision qui a motivé une telle réforme, qui mène la réforme et qui la dirige? Très bien, je vous remercie. Monsieur le Directeur, maintenant c'est à vous de jouer pour la réponse à toutes ces questions. Bien, elles sont très nombreuses et comme toujours, très, très précises. Donc je vais essayer, moi aussi, d'être le plus précis possible. Monsieur le sénateur Marc, oui, j'ai recruté Monsieur Benalla, c'est moi qui ai signé son contrat de travail. Est-il trop jeune pour être dans un cabinet ministériel? La richesse des cabinets ministériels, c'est de mélanger les cultures. C'est d'avoir des fonctionnaires aguerris, d'avoir des personnes qui ont travaillé avec le candidat élu. Je crois que c'est à travers ce brassage qu'on peut effectivement permettre à une personnalité d'exercer pleinement sa fonction. Et donc c'est à ce titre qu'il a été recruté, parce qu'il avait des compétences avérées en matière d'organisation, de logisticien, d'ensemblier. Ça a été fait sur la base d'un dossier qui a fait l'objet d'une enquête, et rien dans cette enquête révélait qu'il ne pourrait pas travailler à l'Élysée. Sur la voiture, M. Benalla n'avait pas de voiture de fonction avec chauffeur. Il avait accès à des voitures de service pour l'exercice de ses missions. Ces missions, je l'ai dit, l'amenaient à s'occuper de l'organisation des déplacements du président de la République, et donc son véhicule était susceptible d'être intégré dans un cortège officiel. Et c'est à ce titre
comme tous les véhicules de l'Élysée qui sont mobilisés pour les déplacements officiels du président de la République, qu'il était équipé d'équipements spéciaux, qui ne sont pas des équipements police du ministère de l'Intérieur, mais qui sont des équipements qui sont posés par le garage de l'Élysée. Moi, personnellement, j'ai également quelques équipements sur le véhicule. Talisman, parce qu'on nous parle beaucoup de la talisman, on fait partie de ça. Oui, allez. Monsieur le sénateur, mais on aurait quand même du mal à imaginer qu'une R4 soit intégrée dans un cortège présidentiel. Très bien. Ça s'entend. Allez, continuez, monsieur le directeur. Monsieur le sénateur Grosdidier, l'affrontement qui a eu lieu sur la place de la Contrescarpe, article 73, on porte assistance aux policiers qui interviennent. C'est au juge de le dire. Ça relève de l'instruction judiciaire. Ce n'était pas à moi de me prononcer là-dessus. En tout cas, il n'y avait pas usurpation d'identité dans la mesure où, lorsqu'on est observateur, même si on n'a pas à se trouver dans cette action, on a toujours des équipements de protection pour soi et pour être reconnu. La sanction, il y a retenue sur salaire, puisqu'il a droit à des congés que nous devons lui payer. Ils ne seront pas payés et ce sera l'équivalent de 15 jours de travail. Pardon, monsieur le directeur, mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi la retenue n'a pas été faite au mois de mai ? Ou à défaut de juin ou de juillet. Oui, ou à défaut de juin ou de juillet. C'est une mesure de gestion dans la mesure où le décret de 86 précise que la suspension, c'est avec le maintien du traitement. Et donc, si on veut vraiment qu'il y ait une sanction financière, en termes de gestion, on a ce recours. Et il sera mis en œuvre. Le logement a été attribué avant les incidents du 1er mai. Il n'a jamais été occupé et il était attribué en fonction de la disponibilité à tout moment qui était demandé à M. Benalla. Monsieur le ministre, y a-t-il dans le comportement de M. Benalla des actions répréhensibles avant qu'il soit recruté à l'Élysée? Ah, avant le 1er mai, pardon. Ah oui, d'accord. Non, pas à ma connaissance. On ne m'a jamais signalé d'incidents, de comportements, de fautes professionnelles. Je l'ai dit, c'était un collaborateur qui était apprécié. On met en avant le fait qu'il s'ingérait dans le fonctionnement des services de sécurité. Je suis obligé de démentir. Le colonel Lavergne, qui commande le GSPR, le général Biofarina, qui commande le commandement militaire, je peux vous assurer qu'ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ce sont des chefs qui exercent leurs responsabilités et qui ne tolèrent pas qu'on s'occupe de l'opérationnel. Même moi, je leur demande effectivement de s'assurer que la mission sera remplie, mais ensuite je ne vais pas m'occuper de savoir combien de policiers seront déployés, où est-ce qu'il faut les positionner. C'est leur responsabilité et je crois que c'est comme ça que fonctionnent nos institutions. Non, M. Benalla n'est pas le seul à avoir cette capacité à participer à l'organisation des déplacements présidentiels. Ils sont au nombre de 4, le chef de cabinet, le chef adjoint de cabinet et les 2 adjoints au chef de cabinet dont j'ai dit plutôt. Non, ensuite on mobilise des ressources qui sont dans les directions. Quand on a besoin d'une assistance, par exemple pour une séquence communication, on fait appel à une attachée de presse. Mais là, ils sont dans la fonction d'ensemblier qui consiste à rassembler des ressources qui existent dans différents services du palais. Madame la co-rapporteure, Monsieur Kras, j'ai découvert l'existence de Monsieur Kras le 2 mai. Le 2 mai, il était réserviste à certains moments auprès du commandement militaire, réserviste auprès de la garde républicaine, mis à disposition du commandement militaire de l'Élysée pour gérer en fait la réserve des réservistes et les problèmes de stationnement autour du palais. Par exemple, lorsqu'il y a des manifestations, car l'Élysée fait également l'objet de manifestations publiques, eh bien, parfois nous demandons aux riverains d'enlever les véhicules pour qu'ils ne soient pas abîmés, et c'est lui qui avait ce contact avec l'environnement de l'Élysée. Le secret défense nationale. Il y a une trentaine de collaborateurs du cabinet qui sont
habilité secret défense nationale pour deux raisons. Soit parce qu'ils ont à connaître des documents qui sont classifiés. Lorsqu'on prépare un dossier pour le président de la République, pour un déplacement, pour une rencontre, il y a toujours des fiches qui sont classifiées. Et donc, toute personne qui porte ce dossier, qui le remet au président, ou qui le prépare, ou qui le consulte lorsque le dossier revient, doit être accréditée. Et puis, s'agissant de M. Benalla, il était amené, puisqu'il participait à des déplacements du président de la République, à l'accompagner dans des endroits qui relèvent du secret défense nationale. Donc c'est une procédure tout à fait normale. La déclaration du président de la République hier soir, le directeur de cabinet n'est pas là pour commenter les déclarations du président de la République. Sa fonction, c'est d'exécuter les instructions que lui donne le président de la République. En revanche, ce que je dis aujourd'hui devant vous, c'est exactement ce que j'ai déclaré hier devant vos collègues députés, membres de la commission d'enquête d'Assemblée nationale, et mon intervention de hier était préalable à la déclaration du président de la République. Madame la sénatrice, la direction de la sécurité de la présidence de la République, c'est un projet sur lequel nous travaillons. Je ne peux pas vous détailler de quoi il s'agit, parce que là aussi on rentre dans un secteur qui a trait directement à l'activité du président de la République, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette direction a pour objet de rapprocher deux services qui s'occupent de la sécurité du président de la République. Le GSPR, sécurité des personnes, le commandement militaire, sécurité des enceintes. Ces deux services cohabitent quotidiennement. Eh bien, on peut peut-être, c'est pas interdit, voir comment on peut opérer davantage de convergence opérationnelle, comment on peut mutualiser un certain nombre de fonctions pour faire des économies, et puis comment on peut aussi objectiver des coûts. C'est d'ailleurs ce que nous demande la Cour des comptes. Alors j'ai entendu dire qu'on est en train de créer une milice privée, une garde prétorienne. Ce sont des fantasmes, Madame la sénatrice. Cette direction, elle sera composée de fonctionnaires de police et de gendarmes, et uniquement de fonctionnaires de police et de gendarmes. Elle sera dirigée par un officier de gendarmerie ou un haut fonctionnaire de la police nationale. Et j'ai eu l'occasion de présenter ce projet il y a quelques semaines devant la 4e chambre de la Cour des comptes, dans le cadre du contrôle annuel qu'effectue cette haute juridiction sur le palais de l'Élysée. Et je n'ai pas eu le sentiment que mon exposé devant les membres de la Cour des comptes les inquiétait sur un projet de création d'une milice privée à l'Élysée. Bien. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci de toutes vos réponses. Mes chers collègues, merci de toutes vos questions. Cette audition est terminée. Nous allons procéder maintenant à l'audition suivante.